Guillaume de Saint-Seine, bonjour. Au cours de cette interview, nous allons vous poser les questions que nous ont transmises les lecteurs de Jour de Gallo et de Paris Turf, représentés par François Moreau. Bonjour Adeline, bonjour Guillaume. Bonjour Adeline, bonjour François et bonjour à tous les spectateurs. Donc nous avons reçu plusieurs centaines de questions, preuve que le sujet préoccupe les acteurs des courses. Celles que nous allons vous poser aujourd'hui en sont une synthèse. Alors je vais commencer très directement. Lorsque vous avez présenté votre plan, chacun a pu mesurer la partie gestion, formalisée par un certain nombre d'économies, mais il a été très peu question du volet relance. Est-ce à dire qu'il ne s'agit que d'un plan d'économie? Ou s'il y a vraiment une relance, pouvez-vous nous indiquer à l'aide d'exemples précis où se situe la relance dans votre plan? Écoutez, comme on l'a dit, c'est un plan de retour à l'équilibre et un plan de relance. C'est quelque chose sur lequel le conseil d'administration s'est prononcé. La relance, elle est importante parce qu'il faut aujourd'hui reconquérir le public, reconquérir des propriétaires. Et c'est tout l'axe qui a été mis en place et une ambition qu'on a appelée Ambition 2030. Ça se traduit comment? C'est l'expérience client sur l'hippodrome. C'est aujourd'hui apporter un produit course qui soit plus lisible, plus facile à assimiler. Les autres sports se sont transformés. On avance avec les Arc Races, par exemple, pour faire une montée en adrénaline, pour accentuer l'aspect compétition. Il s'agit, avec ça, d'engager le public, de faire de l'arc, par exemple, une vraie finale de notre saison. Voilà. Ça permet ensuite de médiatiser les courses auprès du grand public. Et donc, l'effet attendu, c'est plus de public, plus de présence. C'est aussi, évidemment, de remettre les courses dans le cœur des Français, slogan qui m'est cher. C'est aller au-devant des Français, c'est les chevaux dans la ville à Chantilly la semaine dernière. C'est vis-à-vis des jockeys, de les mettre en avant, c'est clair. Et puis, c'est d'utiliser le digital, donc de continuer les investissements qui ont déjà été entamés et de poursuivre et d'accélérer sur cette voie. Les premiers signes de succès, c'est, vous l'avez vu, 18 000 spectateurs pendant le week-end du Grand Steeplechase de Paris. C'est la réussite de notre opération avec Énergie. Nous travaillons dans cette voie-là pour que l'Arc de Triomphe connaisse ce même engouement public, avec sans doute là aussi une expérience de chevaux dans la ville. Et puis, on y travaillera aussi pour que les 48 heures de l'obstacle soient le même succès que celui qui a été celui du Grand Steeplechase, où tout le monde a reconnu que le produit course, que l'expérience à la fois des turfistes et du grand public avait été très très différente des autres années. Alors vous annoncez un retour à l'équilibre en 2029 en précisant que la baisse des charges de France Gallo atteindra 20 millions d'euros à l'horizon 2029, soit quelques 5 millions d'euros de réduction par an. Les socioprofessionnels, eux, doivent supporter une baisse de 20,3 millions d'euros par an, soit un cumul de 81,2 millions d'euros à l'horizon 2029. Estimez-vous que le partage soit équitable? Et pourquoi n'avez-vous pas pu consulter les acteurs des courses avant d'annoncer ce plan? Écoutez, je vais d'abord répondre au second aspect de votre question sur la consultation des acteurs et des organisations. Il faut savoir que dans les statuts de France Gallo, le conseil d'administration est représentatif des différentes associations, que ce soit les entraîneurs, Nicolas Clément y siège, l'AEP, il y a un élu, Philippe Germont, le syndicat des éleveurs avec Nicolas de Chambure y est aussi, les AQPS avec Hervé Darmaillet. Donc les associations, et j'en oublie, j'espère ne pas en oublier, mais Thierry Gilles siège aussi en tant que membre consultatif au conseil d'administration. Donc le conseil d'administration est véritablement représentatif des associations. Vu le nombre de réactions que nous avons reçues, notamment à Jour de Gallo, les acteurs des courses ont eu l'impression de ne pas avoir été consultés. Mais écoutez, sentiment en tout cas. En tout cas, ce qu'on a voulu en termes de consultation, c'est avoir une séquence dans laquelle il y a eu un travail entre le conseil d'administration et les équipes de France Gallo. Ce travail a été présenté à un conseil d'administration préalable au comité, qui a avalisé et donné son accord sur les grandes lignes du plan. Ensuite, nous avons réuni le comité mardi dernier pour qu'il puisse faire part de ses réactions. Et ce n'est qu'après ce comité que le conseil d'administration a avalisé le plan. Maintenant, pour revenir au fond de votre question, bien entendu, les économies à France Gallo ne peuvent intervenir que progressivement. C'est une organisation qui a près de 400 collaborateurs, qui a la responsabilité de 5 hippodromes, de 3 centres d'entraînement, et donc les mesures internes et qu'on va demander aussi aux autres acteurs de l'institution, comme on l'a dit dans notre communication, vont intervenir progressivement. Le retour à l'équilibre, il passait malheureusement par une baisse des allocations. Il fallait l'accepter. Pourquoi cette baisse de 20 millions? D'abord, je rappelle que ça fait que 7% de baisse par rapport à des allocations qui ont été à un niveau historique de 294 millions. Et deuxièmement, sur les charges de France Gallo, plus des 2 tiers sont représentés par les encouragements.
Donc, il y avait quelque part la nécessité d'agir vite pour préserver aussi la trésorerie et la capacité de France Gallo de faire face dans l'avenir, dans les 2-3 années qui viennent, à d'autres investissements ou à des charges qui pourraient apparaître. Quelle stratégie existe pour mobiliser d'autres leviers, hospitalité, événements, au-delà du pari mutuel, le nerf de la guerre? Écoutez, je pense que quand on agit sur la théâtralisation des courses, quand on agit sur le parcours client, quand on agit sur la présence du public, vous savez, un sponsor, s'il y a 10 000 personnes pendant le week-end au Grand Steeplechase de Paris, on aura, on aura des sponsors qui seront de notre milieu. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que nos sponsors soient beaucoup trop, entre guillemets, dans l'entre-soi. Demain, en ayant prouvé que, par exemple, on peut avoir avec les Jeudis de Longchamp des journées sold out, on va essayer de nouer des partenariats avec des gens qui s'intéressent à ce public de jeunes que nous savons mobiliser et qui vient sur nos hippodromes. Quand il y a 18 000 personnes, là encore, au Grand Steeplechase, on va pouvoir vendre le fait que les sponsors hors course peuvent s'adresser à un public beaucoup plus large. Donc ce levier est important de faire revenir le public pour que, à nouveau, les sponsors se disent j'ai intérêt à aller toucher un public que je ne touche pas ailleurs, et il est nombreux. Donc en termes de rentabilité de l'investissement pour un sponsor, évidemment, ce sera tout à fait différent. Et vous avez des pistes précises pour des Écoutez, sponsors? comme vous le savez, je travaille toujours dans mon univers bancaire, et il n'y a pas de jeudi de Longchamp sans lesquels je ne vienne avec des amis, avec des entrepreneurs, pour leur montrer la réalité des courses. C'est un travail de fond que je mène et qu'on mène autour de moi. Il n'y a pas que moi, bien évidemment. Mais évidemment, enfin voilà, je suis convaincu que le rayonnement des courses et ce que moi, mon implication personnelle, vous savez que je suis aux courses quasiment tous les dimanches, moins souvent en semaine, mais en tout cas là le dimanche, j'y viens avec des amis, j'y viens avec des entrepreneurs pour faire connaître le milieu des courses. Ensuite, les répercussions, c'est des rendez-vous que je prends avec leur service communication pour mettre en avant nos hippodromes et l'attractivité des courses. À l'heure où le manque de propriétaires se fait sentir, cruellement même, pensez-vous que les mesures restrictives annoncées sur ce plan vont inciter les propriétaires à investir ou à réinvestir dans les années à venir? Écoutez, d'abord, on maintient dans ce plan de relance un volet vis-à-vis des propriétaires. Ça, c'est clair. Deuxièmement, je pense qu'on a voulu préserver dans la baisse des allocations la catégorie des propriétaires qui sont les plus sensibles aux allocations. C'est pour ça qu'elle baisse moins sur les handicaps et les réclamés, que ce soit en plat ou en obstacle. Troisièmement, comme vous l'avez vu, on ne touche pas aux allocations, à l'eau nominale des courses de groupe 1, parce que gagner un groupe 1, c'est toujours une part de rêve. Donc aujourd'hui, un investisseur qui rêve, et on le rêve tous, de figurer et de participer à des groupes 1, le message qu'on envoie, c'est continuer à investir parce qu'on maintient les encouragements sur cette catégorie de courses-là. Pourquoi vous avez décidé vraiment de préserver les groupes 1 alors qu'il y a déjà la valeur du hara qui est importante? Alors, ça c'est une question d'attractivité des courses internationales. Nous avons, et comme vous l'aurez noté François, on ne baisse pas les encouragements des groupes 1 en plat, en revanche ils baissent en obstacle. Parce que les allocations d'obstacles françaises en groupe 1 sont déjà tout à fait au niveau international. 7 en plus. Pardon ? Il n'y en a pas beaucoup de groupes 1 en obstacle. Il y en a moins, mais aussi, ils sont tout à fait attractifs, même par rapport au groupe 1 de Cheltenham, peut-être à l'exception de la Gold Cup. Voilà, donc on n'avait pas de sujet d'attractivité. Si on veut vedettariser nos courses, si on veut pouvoir raconter des histoires sur des champions... Moi, je suis arrivé aux courses parce que je suis arrivé par Irish River. Je l'ai dit, je l'ai écrit, et j'ai aimé l'aspect sportif. Donc, maintenir ces allocations dans les groupes 1, c'est encourager les gens à venir les courir et je pense, à investir. Passons aux courses PMH. Votre plan prévoit pour elles une baisse globale des allocations de 10%, mais sans affecter les nominaux, c'est-à-dire en réduisant le nombre de courses. On annonce aussi la fin des indemnités de transport, des réformes sur le fonds commun et la rémunération des sociétés régionales. À combien chiffrez-vous ces mesures qui concernent les courses PMH ? Écoutez, l'ensemble des encouragements distribués pour les courses PMH représente un peu plus de 30 millions. Donc l'effort qui est demandé en termes de réduction des encouragements est à peu près du même ordre que celui qu'on demande à la catégorie en plat qui baisse de 8,5, déjà. Vous savez,
certaines voix m'ont soufflé à l'oreille que ces PMH ne rapportaient rien à l'institution. Elles sont source de vocation. C'est ce que je crois aussi. Mais d'aucuns m'ont dit, mais finalement, les PMH ne participent pas à la recette. C'est un coût net pour l'institution. Donc, faire un effort, oui, et comme je l'ai dit, cet effort, on le veut réparti et on l'a gradué, ce qui explique cette baisse de 10%. Sur les indemnités de transport, clairement, aujourd'hui, le même raisonnement aurait pu s'appliquer, en disant que finalement, elles ne participent pas à l'équilibre économique de la filière. L'effort qui est demandé est important. Je dois vous dire que je suis prêt à étudier et à réfléchir à des moyens peut-être d'optimiser cette revenir mesure. Sur cette mesure de suppression. Je n'ai pas dit revenir, mais j'ai dit peut-être qu'en conservant un objectif d'économie de l'ordre d'1 million d'euros, de voir comment ça peut être mis en œuvre en écoutant les suggestions qui pourraient être faites. Est-ce que vous ne craignez pas que ces mesures signent la fin des petits hippodromes de province, vecteurs de vocation, comme on le disait, des petits propriétaires, des permis d'entraîner, voire génèrent une baisse des naissances en France? Comme je vous l'ai dit, certains me susurraient à l'oreille que, comme je vous l'ai dit, ces courses ne rapportaient pas à l'institution. On les maintient. Il y a 30 millions d'allocations qui vont passer à 27. Très sincèrement, je ne pense pas que ça remette en cause l'équilibre général par rapport à un total d'encouragement de 294 millions. Donc voilà, je n'ai pas envie de dire que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Mais clairement, aujourd'hui, pour moi, non, il n'y aura pas on n'anticipe pas d'effet négatif sur les filières. Justement, certains de nos lecteurs estiment que en fait, la décentralisation a fait augmenter les coûts de transport et qu'il est, dans certaines épreuves, il y a très peu de partants en province. Est-ce qu'on n'arrive pas, néanmoins, avec votre plan, même si vous semblez finalement faire peut-être un petit peu machine arrière, on finigrane la fin des courses PMH? Non. Enfin, je vous l'ai dit, on aurait pu prendre des mesures plus radicales. On ne le fait pas. Ça, c'est clair. Deuxièmement, pour revenir à votre question, France Gallo, c'est pas Paris Gallo. Donc, on a parfaitement conscience de la responsabilité que l'on a vis-à-vis des régions. Puis, je vais quand même vous dire que cette politique de décentralisation amorcée dans les années 80, elle ne concerne pas que les PMH. Je veux dire, aujourd'hui, on a des réunions premium sur des hippodromes en région. Il y a plus de 60 hippodromes qui organisent des réunions premium, trot et galop confondus. Ça, c'est pas remis en cause. Donc, il n'y a pas de volonté de dire de recentralisation. Je pense que les hippodromes en région participent beaucoup à l'animation locale. Moi-même, je me rends au Lion d'Angers. Je vais vous dire que j'ai jamais été et je suis ravi. Et je sais que ça va être un spectacle, c'est une mobilisation d'une région. J'ai été à Cran. Et puis, il y a plein d'autres hippodromes, même sans atteindre la dimension de 10, 15, 20 000 spectateurs. Vous savez, quand l'hippodrome local est associé à la fête du village, au patronage, etc., et qu'il y a 3 000 personnes, je sais que c'est aussi un vivier de gens qui, derrière, connaissent les courses, jouent. Et au moment où on veut ramener du public aux courses, l'idée n'est pas de supprimer les réunions PMH. Donc l'optimisation, par exemple, que vous avez annoncée dans votre plan de 800 000 euros, je crois, des événements des Quintet Plus, ne sera pas l'élimination des Quintet Plus en province. Non, mais c'est peut-être... D'abord, ce n'est pas 800 000 euros, c'est 500 000, pardon, si je peux être précis. L'idée, c'est à nouveau de continuer à réfléchir sur l'optimisation des quintets et de voir dans quelle mesure la recette peut être ou pas optimisée en déplaçant telle ou telle réunion. Autre piste de réflexion, l'esprit des courses est de passer le poteau en tête. Or, aujourd'hui, dans un certain nombre de courses, il y a autant d'allocations que de partants. C'est notamment le cas dans certaines courses de groupe. Pourquoi ne pas instaurer des réductions d'allocations quand ces courses ne regroupent que 7 partants ou moins, par exemple ? Écoutez, vous savez, sur le fait qu'on paye, les encouragements soient distribués en fonction du nombre de partants, vous savez, on a élargi au 6e ou au 7e dans les handicaps, notamment les handicaps quintés, pour que tout le monde dispute l'arrivée et qu'il y ait une incitation à obtenir le meilleur classement et que non seulement, parce que c'est dans le code des courses, mais aussi financièrement. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les courses où il y a 4 ou 5 partants, de groupe ou autres, on pourrait
peut-être que j'en parlerai avec Arnaud de Seyssel pour le plat et voir avec Frédéric Landon sur l'obstacle pour voir quelle serait la réaction du conseil du plat ou du conseil de l'obstacle sur une telle mesure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on envisage d'effet immédiat. Et puis je pense sincèrement aussi que l'effet financier serait assez limité, pour être très clair. La suppression des primes à l'étranger est totalement décourageante pour les petits éleveurs. Est-il possible de penser à eux et de revenir sur cette mesure qui les a beaucoup touchés? Je me permets de vous dire, est-ce qu'elle est totalement décourageante? Je ne crois pas. Les questions qu'on a reçues étaient forcément orientées dans ce sens-là. Alors je vais vous dire, je pense que ça ne touche pas que les petits éleveurs. Hein, vous savez, quand on prend l'obstacle, vous avez des chevaux qui ont été vendus par des grandes maisons qui vont courir des groupes 1 en Irlande, ou en obstacle par exemple, ou en Angleterre, et qui sont issus de grandes écuries. Vous prenez nommer la Gacan, les Vertemer et autres. Donc ça ne court pas que les petits éleveurs. Deuxième point, je pense que clairement, comme vous le savez, ce plan, il demande un effort à toutes les catégories. Bon, et je pense qu'on a privilégié cet aspect sur les primes, sur les courses de groupe gagnées à l'étranger par rapport à une baisse des primes à l'éleveur sur les courses courues en France. Voilà, c'est un choix. Il faut aussi dire que ces chevaux qui courent à l'étranger, ils ont assez souvent fait l'objet d'un commerce avant. Donc, soit le propriétaire, soit l'éleveur, mais quelque part la chaîne... Pas forcément l'éleveur... l'éleveur, il l'a vendu à un propriétaire d'abord. Donc, s'il n'est pas éleveur propriétaire. Et donc, clairement, il y a eu du commerce avant. Et deuxièmement, il faut souligner que ces chevaux ne participent pas à la recette pour les courses françaises. On va changer de thème. Emmanuel Malcaz a annoncé sa démission. Quel profil serait idéal à vos yeux pour lui succéder? Écoutez, je pense qu'il faut du leadership. Comme pour tout poste de direction générale, je pense qu'il faut avoir une expérience d'une organisation similaire. C'est quand même une organisation, le PMU, qui réalise 9 milliards de chiffre d'affaires par an. On est sur une entreprise qui, si on prend d'autres métriques qui sont plus familiers à mon monde, au-delà du chiffre d'affaires qui sont la marge brute, entre guillemets, c'est plus de 2,5 milliards. Bon. Donc c'est quand même des grosses sommes. Je pense qu'il faudra aussi avoir une expérience de l'online, parce qu'aujourd'hui, on voit que voilà, c'est quand même 1 milliard de chiffre d'affaires pour le PMU. C'est un enjeu important, notamment dans la partie cross-selling avec les autres univers de jeux sur PMU.fr. Je pense au poker, demain peut-être au casino, évidemment aujourd'hui déjà au paris sportif. Je pense qu'il faudra aussi avoir une expérience en termes de ce qu'on appelle de retournement d'entreprise. Prendre le sujet de la croissance et du réseau commercial à bras-le-corps pour retourner, voilà, une expérience de retournement, puisqu'on a quand même d'abord une tendance très longue depuis 2010, de perte de part de marché dans l'univers du jeu et des paris, et puis à plus court terme, depuis octobre 2023, une baisse qui nous préoccupe tous. Et ce profil existe? Vous avez déjà ce profil en tête? Alors, je n'ai pas de nom à partager avec vous, mais ce que je peux partager avec vous, c'est qu'on met en place avec le TRO un process pour avoir un cabinet qui va nous aider à identifier des candidats potentiels et agir vite pour son remplacement. Et vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre homologue Jean-Pierre Barjon sur le profil? Oui. Et est-ce que ce profil existe en interne? Écoutez, je pense que comme dans toute mission de chasseur de tête, les chasseurs de tête recevront aussi bien, auront des idées de candidats externes et recevront les candidats internes qui lèveront la main. Le jeu phare du PMU, le Quintet Plus, dévisse depuis le début de l'année de plus de 15%. Est-ce que cela a été une bêtise de sortir les GPI de la masse, les GPI, les grands parieurs internationaux, de la masse, et votre opinion générale sur les GPI? Écoutez, je pense que la mesure, elle était déjà attendue par de nombreux parieurs qui ressentaient que quelque part le jeu n'était pas équitable, que la table n'était pas penchée dans un sens, voilà, pour le dire comme ça. Donc, je pense que c'était une mesure nécessaire, c'est une mesure dont on est convenu avec le TRO de la mettre en œuvre. Elle s'est traduite par plus d'occurrences de gros rapports pour les parieurs français, c'est clair. Maintenant, les GPI se sont en effet un peu reportés sur d'autres jeux.
mais comme vous le savez, ils sont capés, ils sont mis à un maximum d'enjeux par catégorie de jeux. Je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un nouvel équilibre. Donc c'est une bonne chose. J'ai envie de dire, ils existent, et donc aujourd'hui, les sortir complètement, c'est aussi accepter une très forte baisse de volume, et sans doute sur ces jeux sur lesquels ils se sont reportés, sur une baisse de la rentabilité. Comment comptez-vous redevenir un acteur important sur le marché des paris sportifs? Écoutez, le PMU a un projet qui s'appelle One Love, qui s'est traduit par déjà des investissements fin 24 et en 25. C'est au PMU de mettre en œuvre ce plan avec notre soutien. Et là-dessus, la mise en place d'un nouveau produit, ou en tout cas d'une interface sur l'application PMU.fr est en cours. C'est un travail qui demande du temps pour avoir une interface, pour que l'utilisateur ait une expérience optimale comme il peut l'avoir peut-être sur des sites concurrents. Donc, et à quel horizon estimez-vous la mise en place de cette interface? Je pense que le PMU nous parle entre 12 et 18 mois. Les experts parlent de sommes colossales pour investir pour que le PMU redevienne un acteur majeur dans les paris sportifs. Est-ce que vous allez les soutenir à 100% malgré la somme importante qui va être mise en place? Écoutez, comme je veux dire, vous savez, il faut qu'on soit un investisseur avisé. Donc, nous, le travail qu'on fera, c'est d'examiner en tant que bénéficiaire du PMU, enfin son porteur du GIE, de regarder le plan d'investissement, de l'améliorer le cas échéant, d'être en dialogue avec le PMU, et en effet, financièrement, de le soutenir au vu des plans qui nous seront proposés. Pour quelles raisons avez-vous voté, contrairement à la SETF, le budget du PMU? Vous voulez parler du budget ou des comptes? Des comptes. Des comptes. Écoutez, avant ce vote des comptes, on avait demandé, comme vous le savez, un audit qui portait sur plusieurs points, dont un qui était important, qui était l'explication détaillée sur les comptes 2024. On a voté ce budget parce que les comptes tels que présentés étaient je dirais, avalisés par les commissaires aux comptes qui ont trouvé qu'il n'y avait pas de changement de normes comptables. Moi, ce qui me souciait, c'était de savoir si on avait, je vais le dire, habillé la mariée en 2024. Les travaux des commissaires aux comptes ont montré que ça n'était absolument pas le cas, que les comptes avaient été arrêtés dans les mêmes conditions que les comptes 23, 22, etc. Et donc, il n'y avait pas de raison en tant que telle de ne pas voter les comptes. Mais ça crée une sorte de conflit. Écoutez, moi je suis dans la logique, j'ai vu les rapports des commissaires aux comptes, le conseil d'administration a délibéré, et il y a 12 administrateurs au PMU. Il n'y avait pas de bonne raison, selon vous, de ne pas le voter? Je pense que les comptes, tels qu'ils nous ont été présentés, cadraient avec les méthodes comptables et la réalité économique de l'année 2024. Donc, il reflétait la performance économique de 2024. Pourquoi annoncez-vous une stabilisation des effectifs de France Gallo et non une baisse qui permettrait des économies supplémentaires? Écoutez, sur les effectifs de France Gallo, aujourd'hui, vous savez, on est dans un cadre aussi où, comme je vous l'ai dit, on a un plan de relance. Ce plan de relance, il est en direction, comme je l'ai dit, du propriétaire, de la relance du public. Et vous savez, on est dans une industrie de main-d'œuvre. Vous savez, aujourd'hui, dans les charges de France Gallo, je mets à part les charges communes de l'institution que peuvent être la FASEC, Equidia ou la FNCH. Dans les charges propres de France Gallo, 400 personnes servent à l'entretien de 5 hippodromes. Je vous rappelle qu'on court sur du gazon et que donc on bouche les trous après les courses, qu'on a 3 centres d'entraînement, là aussi avec une exigence de la part des socioprofessionnels d'avoir des centres d'entraînement de très bonne qualité, ce qui est bien entendu notre objectif aussi, et donc ça nécessite du personnel. Donc quand on est dans un cadre aujourd'hui de relance de l'activité et quelque part d'investissement dans notre produit, je pense que l'objectif de stabilisation des effectifs me paraît être quelque part porteur d'un gain de productivité. Et cela nécessite d'avoir le double des salariés du trot? D'abord, 3 centres d'entraînement, 5 hippodromes.
première différence. Le gazon et pas le mâche-fer ou le sable, c'est deux sources de différence tout à fait majeures. Deuxièmement, comme vous le savez, notre calendrier, il va, en tout cas sur la partie événementielle et la partie réceptif, accueil des participants étrangers, etc. Il commence en avril, il se termine en novembre, avec le fin novembre, avec les 48 heures. Donc on a une saison, je dirais, beaucoup plus étalée, beaucoup plus longue, et ça nécessite des effectifs importants, oui. Un peu sur le même sujet, les coûts d'entretien des hippodromes sont au cœur du redressement économique. Or, la convention collective actuelle impose des seuils minimums d'effectifs. Une renégociation avec le GTHP est-elle prévue? Alors pour ce qui est de l'entretien des hippodromes et des centres d'entraînement, c'est du ressort de France Gallo. GTHP assure d'autres tâches, c'est l'accueil sur l'hippodrome. Là-dessus, voilà, je pense que ce n'est pas le lieu d'avoir... voilà, si on doit un jour envisager des mesures de cet ordre-là, on en parlera d'abord avec les organisations représentatives du personnel. Au niveau de ces coûts d'entretien, disposez-vous d'éléments comparatifs avec les effectifs mobilisés en Angleterre ou en Irlande à nombre de réunions équivalent? Alors, non, je vous réponds très spontanément, je n'ai pas d'éléments de benchmark. Ce que je sais sur les centres d'entraînement, c'est que les cotisations d'entraînement, que ce soit à Newmarket ou à Lambourne, sont à des niveaux tout à fait très d'écart par rapport au centre de France Gallo est très important. Et puis il ne s'agit pas d'une différence de 10 ou 20% qui pourrait être due à tel ou tel ajustement. C'est beaucoup plus de l'ordre du simple au double, voire plus. Donc je n'ai pas de benchmark, mais ce que je sais, c'est qu'on a, avec nos centres d'entraînement, un produit que je qualifie de 5 étoiles, qui est aujourd'hui facturé très nettement moins que ce qui peut être facturé à l'étranger. Toujours sur les hippodromes, vous évoquez l'optimisation des gains de productivité en courant l'hiver sur la PSF. Est-ce que vous pouvez nous préciser où, quand, comment? Écoutez, moi je pense que c'est une piste de réflexion. Deuxièmement, c'est une question qui a trait à la sécurité des acteurs et des chevaux. Aujourd'hui, c'est clair que pour ces courses sur PSF, on voit d'abord qu'elles donnent de bons résultats réguliers. Et donc, c'est une mesure qu'on étudie pour... et puis, il y a, comme vous le savez, au Royaume-Uni, un challenge all track. On peut aussi avoir des courses attractives en courant sur la PSF l'hiver. Vous avez parlé un peu tout à l'heure du centre d'entraînement. Le but, c'est de ramener le déficit de 4,8 à 1,1 million. Comment allez-vous procéder? Est-ce qu'on ferme un site d'entraînement? Est-ce qu'on va diviser par 3 le nombre des pistes et on ferme le reste? On applique plus 300% de frais de piste aux propriétaires. Quelle est la solution? Quand on parle de déficit, vous savez, il faut dire que c'est le résultat entre, d'une part, des recettes et d'autre part des charges. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir à la fois sur les recettes et sur les charges. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est qu'il y a, par rapport au centre d'entraînement privé, une question sur l'équité. Aujourd'hui, vous avez des entraîneurs qui opèrent sur leur propre centre et qui ont à leur charge l'entretien des pistes et le fonctionnement de leur propre centre d'entraînement. C'est un objectif aussi qu'on a voulu étaler dans le temps. Donc, je réponds peut-être par anticipation à votre question. Non, il n'est pas question d'une fermeture d'un hippodrome, d'un centre d'entraînement, vous le dites. Mais on va s'asseoir avec les professionnels. Ça a déjà commencé en fait en amont du comité et du conseil d'administration pour voir comment on peut travailler à la fois sur les recettes et sur les dépenses pour ramener ce déficit qui est quand même très substantiel par rapport à l'ensemble. L'autre solution aurait été à nouveau de le faire par le biais des allocations ou des encouragements, mais ça laissait, à mon sens, une situation très différente, en plus entre hippodromes. Dans les centres d'entraînement de France Gallo, tous ne sont pas sur le même rythme de charge et de recettes. Et donc, c'est pour aller ensemble vers un meilleur équilibre, à la fois au sein des centres d'entraînement de France Gallo et aussi vis-à-vis des autres centres d'entraînement qui ne bénéficient pas des mêmes subventions ou de subventions bien inférieures. Et est-ce qu'une solution pourrait être de confier la gestion de ces centres d'entraînement de France Gallo à une coopérative qui pourrait être gérée, par exemple, par les entraîneurs et qui emploierait le personnel? Écoutez, ça s'appelle des scopes. Je crois que dans certains secteurs de l'industrie que je connais,
Écoutez, aujourd'hui... Ça existe aussi à l'élevage. Voilà, ce que je sais, oui, bien sûr, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le personnel il est chez France Gallo, sur ces centres d'entraînement. Donc, s'il y a des propositions qui voient le jour et qui assurent l'emploi et la qualité des pistes, et qu'il y ait une association d'entraîneurs ou autre qui veuille reprendre un centre d'entraînement... Attendez, moi je suis... la porte n'est pas fermée, mais l'objectif qu'on a, c'est de réduire ce déficit. Toutes les solutions qui permettent d'aboutir à cet objectif-là seront écoutées. Et étudiées. Étudiées. Les frais de piste vont augmenter, clairement. Je vous ai dit, il y a deux leviers sur lesquels il faut jouer, les produits et les charges. Donc, je pense aussi que, par le passé, on n'a sans doute pas assez tenu du compte, de l'inflation et de la hausse des coûts du personnel. Vous savez, les frais de piste, c'est beaucoup de personnel. Et on sait que dans la société française, les frais chargés ont augmenté plus que l'inflation. Bon. Moi, ce que je constate, c'est que sur les 10 dernières années, il y a sans doute, les ajustements n'ont pas été faits. Donc maintenant que je suis en responsabilité, force est de devoir agir sur, comme je vous l'ai dit, à la fois les charges et aussi les recettes. Les économies de structure pour France Gallo sont parues parfois un peu floues à nos lecteurs. Est-ce que vous pouvez préciser les modalités du point suivant, par exemple, adapter les prestations de services sur site? Écoutez, dans votre communiqué. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a sincèrement, à la fois sur nos hippodromes et sur les centres d'entraînement, un service d'un hôtel 5 étoiles. Voilà. Et donc, c'est ce que demandent les acteurs des courses. Oui, mais quand on est dans un 5 étoiles et un 3 étoiles, c'est pas le même service et c'est pas le même accompagnement. Donc, est-ce que l'objectif, c'est de rester sur un 5 étoiles et de payer quelque part le prix d'un 5 étoiles, ou, sans aller peut-être jusqu'aux 3 étoiles, de dire, voilà, sur certains jours, sur certaines pistes, j'ai lu ici ou là, est-ce qu'on va réduire le nombre de pistes? Est-ce que toutes les pistes doivent être ouvertes tous les jours aux mêmes horaires et suivant les mêmes normes d'entretien? Peut-être pas. Ça fait partie des pistes de travail. Est-ce que la vente d'un hippodrome de France Gallo est une option envisageable? Écoutez, je vais simplement, si vous me permettez François, vous rappeler que sur 5 hippodromes exploités par France Gallo, nous ne sommes propriétaires que d'un seul. Oui, Saint-Cloud. Saint-Cloud. Donc, est-ce que la vente de l'hippodrome de Saint-Cloud est une option envisageable? Alors, vous savez qu'il y a eu un projet, il y a 10 ans, 15 ans, qui émanait je crois, de la région Île-de-France et du gouvernement, qui était de vouloir y faire une zone d'habitation, c'était avec des HLM, enfin, d'urbaniser tout l'hippodrome. À cette époque-là, on n'était évidemment pas favorable, mais les valeurs qui étaient articulées pour le terrain étaient en effet très très élevées. Je crois qu'on parlait de 200 millions d'euros ou un truc comme ça. Voilà, vous avez ce souvenir-là, moi aussi. Il faut savoir que le maire de Saint-Cloud a modifié le PLU et que maintenant toute la zone de l'hippodrome est non constructible. Donc la valeur du terrain aujourd'hui, si tant est qu'on ait l'idée de le vendre, n'a absolument aucun rapport et les évaluations que l'on a sont de l'ordre d'une vingtaine de millions. Donc non, la vente de Saint-Cloud n'est pas à l'ordre du jour, d'autant plus qu'elle ne servirait pas du tout à investir dans l'avenir. Quelle est votre vision personnelle pour garantir l'exécution de ce plan dans la durée? Disposez-vous d'une équipe resserrée, dédiée au pilotage, avec des points de contrôle réguliers? Écoutez, d'abord, je pense que le suivi de ce plan de relance et de retour à l'équilibre, c'est la responsabilité du conseil d'administration. Donc, premièrement. Deuxièmement, au sein du conseil d'administration, et vous savez que j'ai fait partie de cette commission gouvernance qui a modifié les statuts de France Gallo en créant d'une part une commission communication en plus et une commission finance, ressources humaines. Voilà. Je pense qu'au premier titre, Nicolas de Chambure, qui anime cette commission, a un rôle très important à jouer dans l'accompagnement des équipes de France Gallo sur la mise en œuvre et l'exécution de notre plan annoncé la semaine dernière. Et est-ce que vous envisagez de partager avec les professionnels un tableau de bord stratégique?
Écoutez, je pense que là-dessus, on verra avec Nicolas de Chambure et avec le conseil d'administration. C'est notre responsabilité d'abord de veiller à l'exécution, et en effet de rendre compte sur la progression et la façon dont est exécuté le plan. Est-ce qu'il faut faire des indicateurs ou un tableau de bord donné au public? On verra, mais je pense que c'est d'abord la responsabilité du conseil d'administration, et puis en travaillant étroitement avec la commission finances. Nous allons conclure par une série de questions courtes qui amènent des réponses courtes. Est-ce que vous envisagez un rapprochement avec la FDJ? Ah non. Y a-t-il trop d'hippodromes en France? Je ne crois pas. Trop de courses? Non plus. Je préfère, et c'est l'orientation qu'on a prise, plutôt réduire quelques courses sur les PMH, on l'a dit, plutôt que de toucher aux allocations des PMH. Je pense qu'il y a un seuil au-dessous duquel il ne faut pas descendre en termes d'allocations. Désolé, c'était une question courte, je donne une réponse longue. C'est pas grave. D'ici la fin de votre mandat, la TVA à 10% sera-t-elle mise en place? J'en ai l'espoir, mais vu l'état des finances publiques françaises, je pense qu'aujourd'hui, c'est un thème que j'ai relevé auprès de l'inspection des finances, mais je dois prendre en compte l'état général des finances publiques, et même si je me battrais pour ça, je ne prends pas l'engagement que ce soit fait en 2027. Selon vous, le PMU doit-il se positionner sur les casinos en ligne si jamais l'État le valide? Écoutez, de la même façon que le PMU s'est positionné sur le pari sportif à l'ouverture du marché, je pense que oui. Allez-vous revoir le système de gouvernance des comités d'ici la fin de votre mandat? Je ne pense pas qu'il y ait lieu maintenant de relancer une commission gouvernance. Je pense que ce soit le comité, le conseil du plat, le conseil de l'obstacle, les comités des régions et les deux commissions qui ont été mises en place assurent un fonctionnement harmonieux. Je parle évidemment en parallèle du conseil juridictionnel, donc il n'est pas du tout question de changer. Donc non, pas de modification institutionnelle à mon sens. Attendez-vous vraiment quelque chose du rapport de l'IGSE qui va bientôt tomber? Écoutez, oui, parce que il a deux objectifs. C'est la gouvernance et le financement des filières. Donc je ne peux pas anticiper. Vous savez, M. Avis, qui est en charge, a fini sa première phase, qui était l'inventaire et pas le bilan, mais en tout cas son appréhension de l'existant. Il a maintenant un peu plus d'un mois pour travailler sur les propositions. Je ne l'ai pas encore rencontré sur ce thème. Donc c'est un peu anticipé que de répondre à votre question. Mais vous savez, quand une ministre, qui est notre ministre de tutelle, lance une inspection des finances, je pense que oui, on va être à l'écoute et il y aura certainement des propositions. Est-ce que le regroupement des trois institutions dans le même immeuble où nous sommes aujourd'hui apporte vraiment quelque chose, selon vous? Moi, je pense que c'est quand même vous savez, c'est une communication plus fluide. Et puis, à l'heure du télétravail, c'est bien de se retrouver à la machine à café. Si vous aviez été président de France Gallo à l'époque, auriez-vous donné votre go à l'hippodrome de Paris-Longchamp? Oui. Oui, on en voit les effets aujourd'hui. Du sponsoring, des hospitalités, du public. Moi, je pense oui, je l'aurais fait. Avez-vous été surpris de la situation en arrivant à France Gallo? Écoutez, moi j'ai trouvé des équipes mobilisées, actives, vous savez, ce que j'admire, moi, c'est quand même une organisation qui, avec le trot, organise 18 000 courses par an. On parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais là, honnêtement, c'est une organisation qui tourne. Qu'est-ce qui m'a surpris? Peut-être, en effet, je ne m'attendais pas à avoir un retournement de tendance au PMU. Oui. Les chiffres après le Covid, 22 avait été très bien, 23 avait très bien démarré. Et c'est vrai qu'on est surpris quand la tendance se retourne, oui, bien sûr. Êtes-vous heureux sur le plan personnel à France Gallo? Oh oui. Allez-vous vous consacrer à 100% à France Gallo? J'ai déjà entendu ça pendant la campagne électorale. On repose la question. Je pense que le fait de continuer à travailler dans le secteur privé, dans la banque en particulier, est un atout pour France Gallo. Donc aujourd'hui, je vais répondre non à votre question. Existe-t-il des projets concrets
de diffusion ou de production de contenu à type Netflix? On a vu la version américaine sur la Triple Couronne. Est-ce qu'il y a un projet concret qui existe en France? On continue à y travailler. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un projet concret? Je ne peux pas vous dire oui, mais on continue à y travailler avec une société de production pour essayer, pour disposer de la même fenêtre et de la même audience. Allez-vous supprimer les courses premium sur l'hippodrome de Clairefontaine? Ah non. Question. Des indicateurs, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous allez publier plus régulièrement des indicateurs précis pour les acteurs des courses? On a un recueil. Vous savez, je pense que l'indicateur, c'est les comptes annuels. Hein. Après, les chiffres du PMU sont connus de tous régulièrement. Non? Régulièrement, non. Je vois des commentaires dans votre titre. Oui, parce qu'on les cherche. Voilà. On va les chercher, mais on les reçoit pas. Mais écoutez, ça, bon, parlons-en. Et en tout cas, pour ce qui est de la responsabilité de France Gallo, voyons ce qu'on peut vous donner comme information supplémentaire si vous le souhaitez. Moi, je n'ai pas de problème. Vous savez, c'est pas comme les collaborateurs de France Gallo le savent. Quand je ne suis pas en réunion avec des visiteurs, quand je ne suis pas en visio, la porte de mon bureau est ouverte. On supprime les frais de déplacement en PMH pour les chevaux. Est-ce que ça sera le cas pour les jockeys également? Non. Question aussi. Dernière question. Irez-vous à la fin de votre mandat de président de France Gallo? Ah ben oui, pourquoi bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume de Saint-Seine, merci. Merci Adeline, merci François. Merci Adeline, merci Guillaume. Merci à tous.